Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Alors moi je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je suis arrivée à Montréal il y a 2 mois. Moi, c'est Geoffrey et ça fait déjà 5 ans que je vis à Montréal. 5 ans. Ouais. On a un bon échantillon ici, Ouais. alors 2 ans et demi pour moi, 2 mois, Ouais. 5 ans. Un grand merci au Riverside Bar Terrasse Saint-Henri à Montréal pour nous accueillir dans leur beau salon intérieur pour cette 5e émission, déjà la 5e. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission de La vie de personne, personne nous a demandé notre avis sur nos habitudes de visionnage de films, mais on va le donner quand même. On peut commencer avec le premier sujet, voir des films, routine ou réelle passion. Je ne sais pas vous comment vous voyez cette habitude-là. J'ai pas envie de dire consommation non plus, parce que ça peut faire un peu bizarre de parler de consommation pour de l'art. Qu'est-ce qui vous lie au cinéma et la manière de le voir? Alors je sais pas toi Geoffrey, moi je suis une passionnée de cinéma déjà, donc je consomme pas mal, que ce soit films, séries. Et la question est assez compliquée parce que je suis un peu entre habitude et en même temps passion. Donc je sais pas trop où mettre la limite, mais je dirais que je passe pas au moins une journée sans regarder un bout d'une série ou d'un film, que ce soit en mangeant ou sur le trajet, voilà. Donc c'est un mix entre passion et routine quand même. Ouais. Ok, intéressant. Oui, je suis un peu pareil que toi, Marina. Je pense que c'est quand même quelque chose qui fait partie du quotidien. Après, c'est vrai que la question est vaste parce que tu as à la fois les différents supports, tu as le cinéma et tu as les plateformes comme, si on peut les citer, Netflix et compagnie. Moi, pour ma part, je suis assez, je dirais, plutôt cinéphile, cinéaddict. Je vais très régulièrement au cinéma. Donc moi, je vais plus privilégier les films que les séries. Enfin, les séries, ça prend plus de temps pour être regardé. Donc si on reste sur le cinéma, mais vraiment le côté film, c'est-à-dire que ce soit vu dans les salles ou à la maison, téléphone, tablette, avion, enfin tout support. C'est ça. Je dirais, alors je sais pas toi, je pense que je vais plus consommer par exemple le cinéma, film le soir, en soirée. J'aime bien aller au cinéma ou aller voir une avant-première le soir. Et je dirais que la journée, par exemple le week-end ou quoi, ça va être plus série. Mais j'ai remarqué quelque chose, quand je mange toute seule chez moi, ça va être un automatisme de par exemple me remettre sur une plateforme, que ce soit Disney, Prime ou Netflix, tu vois. Moi, j'ai tendance des fois à assister à des avant-premières et puis je vais au cinéma. Moi, c'est plutôt peut-être un peu l'inverse. C'est plutôt à des moments où c'est moins propice à ce qu'il y ait du monde. Tu vois, les séances du soir, si je peux, j'évite, comme les mardis soirs où ça peut être prix réduit à plus de monde. Et puis, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, d'aller voir peut-être des films que les gens vont peut-être pas trop voir, pas tout le temps des blockbusters, voir un peu des films d'auteur. Et après, effectivement, pour ce qui est de regarder des films, des séries à la maison, je pense aussi que c'est une habitude de mettre de la télé, une plateforme, comme même pour avoir un bruit de fond, pour pas être dans le silence quand tu manges, avoir quelque chose, une trame sonore, tu vois. Ok, donc tu arrives bien à mélanger les deux et avoir, un peu toi aussi, mais le fait d'avoir le côté routine, donc je mange en regardant un film, une partie d'un film, et le côté, je vais peut-être aller chercher des films un peu plus niches au cinéma, ou alors tu parlais aussi d'avant-première tout à l'heure. Et est-ce que vous, par exemple, un film, c'est obligatoirement un visionnage en entier pour un seul film, ou alors est-ce que vous arrivez à le découper en plusieurs fois, par exemple, je vais regarder un bout tel jour, un autre bout tel jour, puis un autre bout tel jour, quelle que soit la durée du film? Je pense que ça va dépendre du dynamisme que j'ai pris à me mettre sur un film et s'il m'accroche, tu vois. Je sais qu'il y a des films, par exemple, où au bout de 5-10 minutes, j'ai du mal à me mettre dedans. Je vais essayer de tenir et d'aller jusqu'au bout, mais ça va être plus compliqué, donc je vais plus facilement me dire « Ok, j'arrête au bout de 30 minutes ou 1 heure, tu vois, et je reviens plus tard. » C'est rare que ça arrive. C'est vraiment rare. J'ai l'impression que c'est ça, Marina, c'est un peu comme toi, j'ai l'impression, c'est-à-dire moi ça m'arrive pour des films auxquels j'ai du mal à accrocher dès le départ. Je vais faire des pauses, je vais essayer d'y revenir et des fois ça prend même pas en fait. C'est ça. À l'inverse, dans le cas des séries, ça m'arrive plus régulièrement de faire des pauses pour des séries, mais là c'est pas une question que ça m'accroche ou pas, c'est que je peux faire autre chose, je vais regarder 30 minutes, je fais un épisode d'1 heure, je vais regarder 30 minutes et je pars faire autre chose parce que j'ai pas le temps de finir. Je reprends 30 minutes plus tard dans la journée. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais ça m'arrive plus fréquemment sur les séries que les films. Puis le rythme n'est pas le même aussi. Oui.
Je sais pas, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer une série, d'être à fond dedans, et au bout de la, je sais pas, 2-3e saison, de complètement lâcher, mais d'y revenir peut-être 2 mois après ou 1 an plus tard Ça ne m'arrive pas trop parce que je peux lâcher au bout de la 2-3e saison quand tu vois, comme tu dis, après la première partie d'introduction et que ça rentre vraiment dans le dur. Mais souvent, j'ai du mal à revenir parce que je serais un peu frustré de me dire « Oh, je reviens dedans ». J'aurais envie de me refaire tout depuis le début pour Ouais. regarder. Tu vois, ça m'a fait ça avec... bon, après, on pourra reparler peut-être plus cinéma, mais sur Viking, par exemple, je sais plus combien il y a de saisons, 6, je crois, la série basique. J'avais peut-être vu 2-3 saisons, quelque chose comme ça. Moi, j'avais arrêté parce que c'était bien. C'est vrai que c'est assez redondant, tu sais, le côté Viking aussi, manger ça matin, midi et soir. Sauf que je sais que là, si je me replonge dedans, je vais retourner dès le début parce que ça fait au moins 6 ou 7 ans que Ouais. j'avais regardé le début. Ok. Je n'ai pas souvenir d'une série que ça m'a fait ça, ou honnêtement, je sais plus si ça m'a pas fait peut-être de dire sur le moment, tu as vu une saison d'une série, dire ah, ça, j'ai hâte de voir la suite. Sauf que tu attends un certain C'est moment ça. et la hype, elle est redescendue. Ouais. Moi, j'ai souvenir, par exemple, la série Lost que j'avais écoutée jusqu'au début de la saison 2, où là, j'ai décroché. Ça m'a pas manqué, tu vois, je me suis pas dit ah, j'ai hâte de voir la suite. Je me suis rendu compte que je m'en fichais en fait. Ouais, ça s'est Ouais. essoufflé. Ça s'est essoufflé. Mm. Moi, ça m'avait fait cet effet-là un peu avec La Casa del Papel. Au tout début, quand c'est sorti et que c'était vraiment la hype du moment, j'avais commencé à regarder comme ça. J'ai fait la première saison, j'avais adoré parce que c'était hyper dynamique, etc. On savait pas trop où ça allait. Et puis en fait, dès les premiers épisodes de la 2e saison, j'ai commencé à lâcher. Et en fait, je me suis jamais replongée dedans et j'ai pas trop aimé. Et ça m'a fait ça avec plusieurs séries. Il y en a une par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la série Suite, Oui. Avocat sur mesure, j'adore cette série. Et en fait, j'ai regardé les 4 premières saisons pendant quelques mois. Et en fait, pendant 1 an, j'ai arrêté totalement, mais je savais où je m'étais arrêtée. En fait, la 4e saison, je la trouvais un peu platonique. Et en fait, je me suis replongée dedans là il y a 1 mois. Et j'ai enchaîné les 3 dernières saisons d'une seule traite et je les ai trouvées vraiment super. Tu vois, comme quoi... Mais je vois ce que tu veux dire, parce que souvent dans les séries, comme il y a beaucoup d'épisodes, tu passes plus d'heures avec les personnages qu'un film, tu vois. Un film, même si c'est intense, mais tu vas peut-être passer 2 heures avec un personnage, alors que dans la série, tu vas peut-être en passer 40, 60 C'est ou ça. juste 25, mais c'est déjà beaucoup plus. Donc des fois, quand t'es trop dedans, ça fait du bien, comme tu dis, de prendre du recul, sortir, et après, tu te rends compte aussi de « Ah, en fait, ça c'est bien, parce que tu peux vite t'habituer à la bonne qualité de la série aussi. » Bien sûr. Mais après, c'est pareil, tu sais, quand tu regardes une première fois un film et en fait, tu le regardes une 2e fois, une 3e fois, tu découvres toujours, tu sais, des brides différentes où tu comprends différemment un personnage ou sa façon de faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Puis pour justement les films, on en parlait tout à l'heure, moi c'est quelque chose j'ai un peu du mal avec le fait de voir un film en plusieurs fois, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que par rapport à une série, déjà, tu peux t'arrêter au milieu d'un épisode, mais comme c'est rarement plus qu'1 heure et quelques, tu peux te dire, bon, vas-y, je finis l'épisode sans relancer un autre. Mais les films, j'ai un peu plus de mal parce que des fois, il y en a certains qui peuvent être un peu plus ingrats, dans le sens, au début, ça peut être le rythme un peu plus lent. Au milieu, ça peut un peu plus se dynamiser avant de retomber dans un rythme plus lent avant le dernier acte. Pour moi, le film, tu peux le juger que vraiment dans son entièreté parce que des fois, tu peux dire, oh, j'aime pas cette partie. Mais le fait de le voir en entier avec sa fin, son Ouais. début et son milieu, ça te permet vraiment d'avoir les meilleurs éléments pour le juger, tu vois. Donc je trouve que, en tout cas pour moi, le fait de le couper à un moment, ça me coupe un peu dans l'histoire. Puis si je me remets dedans après, je vais avoir du mal à me remettre dedans parce que la période d'introduction au personnage, elle sera plus là. Donc tu seras directement dans le dur aussi. Ouais, tu perds une forme de dynamisme en fait. Ouais, tu perds du rythme aussi. Je suis assez d'accord. Que je coupe un film, c'est rare que ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'ai essayé de regarder Everything Everywhere All at Once, où en fait déjà c'est le concept, j'avais vraiment du mal un peu là. Le concept du multivers, le thématique me plaisait pas trop parce qu'on l'avait beaucoup vu avec les films Marvel, et puis ça allait tellement vite que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans dès le début en fait. J'ai fait une pause, je me suis dit je me reprendrai plus tard, et finalement je ne suis jamais replongé. J'ai coupé à la moitié du film, en fait j'ai même pas ressenti l'envie de me replonger dedans, tu vois.
Bah, souvent, c'est un peu l'effet que ça fait. Tu dis, bon, je vais le voir jusqu'au bout pour vraiment avoir un avis, avoir un avis sur le sujet et me dire au moins j'aurais été au bout. Et en fait, quand tu arrêtes une première fois, c'est hyper dur de se remettre dedans et généralement, on lâche, quoi. Non, je vois ce que tu veux dire. Et puis justement, sur le côté routine ou passion, sur le fait de voir des films, est-ce que vous trouvez qu'à force de voir des films, on ne devient pas un peu blasé? On peut perdre un peu cette sensibilité liée à l'émerveillement justement devant un film quand on regarde beaucoup. Des fois, tu peux plus ou moins faire attention à certains critères, la mise en scène, le jeu d'acteur ou le doublage, bref, plein de choses. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu peux te dire, oh, j'ai du mal à m'émerveiller devant tous ces films? Je dirais, moi je parlerais pas d'émerveillement, je dirais que plutôt on revoit nos standards, nos critères d'exigence à la hausse. Surtout pour les films que tu vas voir en salle, avec les retours que tu fais des spectateurs, à avoir un cinéma peut-être plus de qualité justement. On le voit ces derniers temps qu'il y a comme un rejet massif des films Marvel, DC justement, peut-être un plus d'exigence pour les blockbusters notamment. Les spectateurs n'aiment pas être pris pour des imbéciles, tu vois, attendent à ce qu'il y ait vraiment un scénario, de la qualité technique, vraiment un bon jeu d'acteur. Et je pense que là, ça permet quand même de faire un tri sur les bons et les mauvais films en soi. C'est vrai. Tu vois, les gens comme nous qui aimons vraiment le cinéma, etc. Après, je sais pas, toi, ce que tu regardes principalement comme critère quand tu regardes un film. Moi, je sais que ça va être, par exemple, le jeu d'acteur, le doublage, même si j'essaie de voir un maximum en VO. Et j'ai beaucoup de mal maintenant à regarder un doublage français. Hein. C'est très compliqué pour moi. Mais je vais regarder ça et surtout la réalisation. La qualité de l'image. J'ai encore ce truc-là d'émerveillement, tu vois, où j'ai été agréablement surprise à plusieurs reprises ces derniers temps sur certains films, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le film Malcolm et Marie, qui a été réalisé par Sam Levinson. Déjà, le film est en noir et blanc et j'ai été émerveillée en fait de l'originalité de la réalisation et qu'en fait la caméra elle les suit dans une autre pièce de gauche à droite et j'ai été émerveillée, tu vois. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais ça m'arrive encore de l'être sur même des jeux d'acteurs, comme récemment pour Pierre Ninet dans Monte Cristo, tu vois, où je le trouve vraiment très charismatique et qui a vraiment un bon jeu. Donc ça va être surtout ces critères-là, le jeu d'acteur et la réalisation. Maintenant, Malcolm et Marie, en plus, le jeu d'acteur, c'est ce qui fait une grosse partie du film. Parce qu'en fait, c'est beaucoup... tout se passe dans un seul et même endroit tout le long du film, à se renvoyer la balle tout le temps, quoi. C'est que de la discussion, ça part dans tous les sens, il y a des hauts, il y a des bas, ça crie, puis c'est plus doux. Et non, je trouve qu'il y a une forme de dynamisme qui est assez intéressante à voir dans ce film-là. Ok. Donc c'est marrant parce que je trouvais que des fois, souvent quand tu es habitué à voir beaucoup de films, tu peux vite comprendre les intentions du film, qu'ils soient bons ou mauvais aussi, et les détails de mise en scène. Donc des fois pour quelqu'un qui ferait moins attention, cette personne-là pourrait plus se satisfaire de se laisser prendre par la main par le réalisateur et l'équipe du film, plutôt que des fois faire attention à ces choses-là. Mais on peut aussi trouver cet entre-deux. Moi je sais qu'il y a des périodes où j'aime bien, je dis pas que j'aime bien, je suis pas... C'est pas un fantasme non plus, mais j'aime bien voir des films moins bien ou aller vers des films que j'ai jamais vus qui m'ont l'air moins bien pour après en voir des films bien meilleurs parce que ça me permet d'avoir un axe de comparaison entre les deux. Souvent, je n'importe quoi, mais si j'enchaîne toute la filmographie de Scorsese, arrivé au dernier, je me dis « Ah ouais, ça c'est horrible », si c'est le cas en tout cas, mais je vais peut-être avoir plus de choses à lui reprocher par rapport au précédent, alors que mis en relation avec plein d'autres films, en fait, ça reste peut-être, je sais pas, je veux pas citer de film, mais ça reste peut-être dans le haut du panier, tu vois. En tout cas, chez moi, ça marche une bonne façon d'alterner film un peu moins réussi, film mieux réussi, plus travaillé ou un peu moins travaillé pour rester dans cet entre-deux-là aussi. Est-ce que vous avez du plaisir des fois à voir des films qui sont supposément moins fous? Ouais, ça m'arrive, tu vois, juste quand j'ai envie de me poser ou tu sais, juste de mettre en fond. C'est chez moi, de mettre un film que j'ai déjà vu ou qui n'est pas spécialement incroyable, mais juste parce que j'ai pas forcément envie de me concentrer sur le film, j'ai pas forcément envie de réfléchir, etc. Et là, pour le coup, c'est plus une forme d'habitude, tu vois. Ouais. Ça devient plus une habitude de dire, je mets juste en fond, je vais faire surpassage ou quoi à côté, et puis c'est pas dans l'intention de m'émerveiller ou de me dire, ouais, je vais regarder un super film. Tu veux parler de films peut-être où on a envie de pas trop réfléchir, mettre un peu son cerveau en mode off,
Justement, ce que beaucoup recherchent, c'est peut-être ça aussi qui rebute certaines personnes quand on parle de films un peu art et essai ou films d'auteur. On s'attend à des films peut-être un peu trop cérébrales où les gens n'ont peut-être pas trop envie de réfléchir et préfèrent reposer le cerveau. Ce qui explique le succès de certains films. Je pense récemment à Deadpool et Wolverine, justement. Ouais. Tu sais que tu vas pas réfléchir, tu vas passer un bon moment en mode détente. Par moments, ça fait du bien aussi. Donc, tu vois, moi je trouve ça des fois un peu bizarre de dire poser le cerveau. En tout cas, c'est pas une expression, je trouve, qui marche chez moi. Parce que même si un film est moins bon ou bien, ça dépend du rythme et du contexte du film. Et un film est un film en soi, puis il a été créé, une caméra, etc. Après, il y a plein de choses qui peuvent séparer certains films d'autres. Tout film amène à une réflexion, tu vois. Après, ça peut être plus ou moins poussé ou quoi. Tout amène à une réflexion qui soit peut-être plus serrée sur le contexte juste d'un film, ou un peu plus large sur le réalisateur, une tendance ou autre. Ça dépend, je te dirais aussi. Si t'es une personne à regarder aussi les bandes annonces avant d'aller voir un film, ce que moi je fais, tu vois une bande annonce, tu dis ça va être peut-être un navet ou un nanar. Bon, peut-être que je vais y aller quand même parce que je sais que ça va me faire rire. Je sais que c'est pas le film de l'année, mais je vais y aller en sachant que je vais rigoler, tu vois. Il y a peut-être ça aussi. Tu sais déjà peut-être à quoi tu vas t'attendre, que c'est pas le film de ouf, mais comme tu dis, ça peut être aussi un moyen de rééquilibrer aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, voir un autre film de meilleure qualité, on va dire ça, par exemple, voir un Scorsese et voir un AV à côté, ça permet après de resituer les choses. Je trouve que justement, je vois très bien ce que tu veux dire. Des fois, on peut un peu mélanger aussi entre le style d'un film qui peut être plus léger, je sais pas si on dit une comédie, un film de super ou ce genre, ou un film d'action, avec un bon ou un mauvais film. Parce que, tu vois, il y a des films qui peuvent paraître plus légers que je trouve des navets, mais à l'inverse, il y a des comédies qui sont légères, mais qui sont incroyablement bien faites par le jeu d'acteur, par l'histoire, les rebondissements, ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est plus la capacité de l'œuvre à se foutre de la gueule du spectateur ou pas. Tu vois. C'est plus ça aussi suivant le contexte. Et tu parlais tout à l'heure de Deadpool et Wolverine, je ne l'ai pas vu, mais des fois, ça peut être plus ou moins lié à son succès au box-office aussi. Des fois, ça peut être très bien puis bien marcher, comme l'inverse. Ouais. Après, tu sais, moi je trouve que c'est le genre de film. Parce que j'ai regardé, je pense que tu as regardé tous les Deadpool par exemple, et j'ai été voir comme toi au cinéma Deadpool et Wolverine parce que c'est deux sagas que j'adore. Tu vois, typiquement quand je l'ai vu, je me dis je l'ai vu une fois et pas le film que je regarderai forcément avec plaisir, tu vois, une deuxième fois. Tu te dis, je suis contente de l'avoir vu et au moins je me faire mon avis, quoi. Cette légitimité-là, tu vois, à dire il était bien, il était pas bien et à critiquer plus ou moins le film, quoi. Faut le voir pour pouvoir le juger de toute façon. Ouais. Après, ton avis, c'est le tien. Mais c'est dur, comme tu disais, de juger sur une bande-annonce. Avant, quand j'étais ado, je regardais tous les bandes-annonces, tous les teasers, tous les trailers pour vraiment les films qui me passionnaient. Mais depuis, je le fais plus parce que je trouve que t'es souvent spoilé aussi. Puis des fois, dans le rythme, on peut te faire comprendre une intention du film. Puis en fait, vraiment, comment il est construit, pas de la même façon qu'a été vendu dans la bande-annonce. C'est ça. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que sur les bandes annonces, des fois, c'est traite parce que ça te spoil. Ou même ce qu'il arrive parfois, c'est que tu vois des choses dans la bande annonce qui se retrouvent pas dans le film. C'est rare, mais ça arrive aussi. Je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir une très bonne bande-annonce. Alors, ça existe encore, mais je trouve de moins en moins. Et souvent, je me fais la réflexion typiquement dans les films d'action ou les films d'humour, tu sais, les comédies françaises, où en fait, tu vas avoir tous les bons moments condensés dans la bande-annonce. Et en fait, quand tu regardes le film, tu te dis, en fait, c'était juste ça. Du coup, tu es déçu. Tu perds ce plaisir-là, finalement, de regarder le film parce que tu as vu la bande-annonce avant et que du coup, tu n'as plus de surprise derrière, tu vois. Ça te laisse un goût amer. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire pour les bandes annonces. Puis c'est aussi pas facile pour un réalisateur de trouver l'équilibre entre le fait de rester accessible pour les gens qui peuvent être le plus attentifs à certains points et en même temps ne pas ennuyer les spectateurs plus casual, quel que soit le type de film, que tout le monde puisse apprécier le film aussi pour ce qu'il est, dépendamment du thème du film, tu vois. Est-ce que vous avez des exemples des fois de films comme ça ou qui arrivent à justement être accessibles à un large public, mais qui dans certains points, va quand même au bout de ses idées. Alors attends, il faut que j'aille chercher dans tous les films. Ouais, je pensais à une problématique, encore Marvel et DC justement, où en fait Marvel avait beaucoup misé sur l'humour pour rendre vraiment accessible à tout public ces films. Et DC a essayé de s'embarquer à faire la même chose avec moins de réussite parce que je pense qu'ils ont voulu faire ça pour pas s'embarquer sur vraiment des choses plus sombres,
parce que j'avais lu quelques comics, tu vois, où il y a vraiment des comics, des histoires sombres, notamment autour de Batman ou d'autres héros. Et là, si tu pars là-dedans, tu sais que tu vas restreindre le public en fait. Ça va être plus un public plus adulte et là, tu vas pas faire autant d'audience. Je me fais cette réflexion-là, tu sais, sur le dernier Thor. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est Love and ouais. Thunder. Et en fait, j'ai été hyper déçue parce que justement, le premier, il est tout public, mais je trouve qu'en tant qu'adulte, tu prends du plaisir à le regarder, tu vois. Et en fait, celui-là, j'ai été hyper déçue dans le sens où ils axent vachement en fait sur l'humour, etc. Et en fait, c'est trop présent, ça prend trop de place dans l'histoire du film. Cette sensation-là, quand je suis sortie, de me dire, finalement, c'est plus pour un public plus jeune, plus pour les enfants, etc. Et en fait, je me suis dit, mais les adultes, les gens comme moi, tu vois, est-ce qu'on peut réellement apprécier ça quand tu as vu les premiers Thor ? Enfin, tu vois, c'est toute cette réflexion que je me suis faite et j'ai été vachement déçue parce que justement, c'était trop axé sur l'humour, c'était trop enfantin et ça a perdu un peu de son charme par rapport aux autres Thor, quoi. Mais est-ce que par rapport à celui-là, est-ce que c'est pas juste parce que le film était mauvais aussi? Ah Dans oui, le sens où tu oui. vois sur des films qui peuvent être sombres, bon, pour reprendre un exemple Marvel, enfin Sony avec leur duo de films là sur Spider-Man, les films animés. J'ai pas vu le deuxième qui est sorti l'année passée, c'est Across the Spider-Verse. Mais en tout cas, j'ai pas vu le deuxième, mais j'avais vu le premier. Puis ça garde le côté Marvel justement très comics, le côté quand même sombre dans l'histoire de Spider-Man. Et tu peux largement le montrer à un enfant, bon, pas à 3 ans non plus, mais un enfant quand même assez jeune. Il peut totalement kiffer le film, comme un adulte peut totalement kiffer, mais parce qu'en fait, juste, le film est bon. Donc en fait, il s'adresse aussi à plusieurs publics, mais en soi, comme le film est bon, ça marche pour tout le monde. Et pour rebondir là-dessus, en fait, c'est une problématique qui arrive dans des films, des sagas de films, mais qui se font sur plusieurs années où en fait tu vas avoir un premier film axé sur telle génération et tu refais des suites qui vont tourner peut-être 15-20 ans après et là tu fais le choix en fait de cibler plus à la nouvelle génération quitte à ce que tu perdes la génération des premiers films en fait. Et c'est là la difficulté de pouvoir toucher toutes les générations. C'est vrai. Pour te donner un exemple, peut-être, il y a plein d'exemples avec de la mode, des reboots, des remakes. C'est comédie policière, le Netflix qui a fait le flic de Beverly Hills 4. Ouais. J'ai pas accroché. Bon, moi, j'adore les deux premiers, le troisième, j'en parle pas, c'était une déception, mais ça a X années. Mais le 4, c'est vraiment plus sérieux, justement. Et puis, moi, je l'ai écouté en VF parce que le doublage en VF, initialement, je l'aimais. Bon, le doubleur officiel est décédé, ça, c'est quelque chose de la vie. C'est différent, c'est trop sérieux. Ça m'a perdu. Ça m'a fait un peu ça avec les remakes de Dirty Dancing. Une ou deux versions modernes après par rapport au premier. Ça se présente plus pour une nouvelle génération, même si je suis pas de la génération du premier Dirty Dancing, tu sais, ça reste un film culte. Et du coup, tu sais, tu perds un peu ce charme. Ouais, ce charme-là en fait. Mais est-ce que vous aviez vu le film Mean Girls? Je crois en français le Oui. titre c'est Lolita malgré moi. Ouais. L'année passée, ils ont fait un remake aussi. Ouais, j'ai pas voulu le voir. Non, ça, je veux pas le voir non plus. Mais déjà juste, j'avais vu la bande-annonce, mais il y a aucune utilité de faire ce genre de remake. Tu vois, là-dessus, tu peux peut-être l'aimer, mais en soi, si de base, il n'y a pas de vraie volonté et utilité à faire des films comme ça, que le film soit bon ou pas. Le fait de regarder des films, justement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les films tous les jours, des fois de façon un peu machinale, sans forcément s'atteler sur des détails, en le lançant au fond ou sans faire attention à certains éléments qui le composent. Mais est-ce que c'est pas eux qui, justement, ont raison de juste se laisser rentrer dans un film sans réfléchir à plein d'éléments, sans se laissant happer par le récit à l'état pur? Je pense que tu peux avoir de bonnes surprises. Par exemple, quand tu te dis, je vais mettre un film en fond, mais sans faire trop attention, tu vois, et en fait, tu peux être agréablement surpris. Enfin, ça m'est jamais encore arrivé, mais je pense que pour certains, ça peut l'être. Je sais pas, toi, Geoffrey? Ça dépend, je te dirais, du film. Peut-être assez cérébral, où il y a des éléments métaphoriques dans le film. Tu regardes comme ça, sans trop faire attention, tu peux peut-être passer à côté du film, ou c'est le genre de film que tu as besoin de faire un deuxième, un troisième, un quatrième visionnage. Je pense par exemple, là récemment à Megalopolis, où moi je suis un peu passé à côté de certaines choses. Peut-être qu'il faudrait plusieurs visionnages pour tout comprendre.
Ça dépend, je pense, du choix du film que tu écoutes. Je peux te donner un exemple. Mon frère, c'est pas quelqu'un qui fait forcément attention à tous les éléments d'un film, même s'il les connaît. Mais par exemple, la série Jurassic Park, c'est un grand fan et à chaque fois, il est émerveillé de tous les regarder. Tu vois, il rentre vraiment dans cet univers-là. Tu vois, tu peux un peu plus faire attention à dire oh ces effets-là ont un peu vieilli, c'est un peu moins comme ça, ou à l'inverse tu parles des nouveaux, c'est les effets font un peu moins réussi. Mais tu vois, quelqu'un qui peut juste se laisser rentrer dans l'univers, que ce soit bien fait ou pas, ça peut aussi l'occasion de passer un bon moment et de pas réfléchir à d'autres intentions non plus. Ça m'avait fait un petit peu ça avec Les Seigneurs des Anneaux. Ok. J'ai regardé ces films-là très tard, tu vois, peut-être il y a 2 ans, tu vois, où j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Déjà, j'avais regardé d'un point par curiosité et pour ma culture, on va dire. En fait, j'ai compris un peu ce que les fans aimaient dans cette saga-là, etc. Je l'ai compris, l'univers. Pour autant, même si j'adore le fantastique, l'action, etc., j'ai trouvé que comment était conceptualisé le film, avec les longueurs, le fait que ça soit trop long, j'ai décroché, tu vois, et j'ai eu du mal à rentrer dedans. À rentrer dedans, ouais. Et j'ai regardé les 4. Hein. Ouais. Et franchement, Les 4 il y en a 3, non, 3 ou 4. Il y en a 3, bah, Il y en a plus 3. Les Hobbits aussi. Ouais. Donc c'est 3 ou 6. Ouais, mais j'ai regardé aussi les Hobbits, donc j'ai tout regardé. Mais ouais, Les Seigneurs des Anneaux, j'ai vachement eu du mal par rapport à ça. Alors que je pense qu'en soi, tu vois, ça aurait été réalisé différemment et plus court. Peut-être que j'aurais eu plus de facilité à rentrer dans l'univers, à m'accrocher au personnage, etc. Tu vois. Mais le fait qu'il y ait trop de longueur, ça a coupé un peu ce truc-là, quoi. D'où d'ailleurs le fait que tu aies dit 4 films alors qu'il y en a 3. Ça veut dire que tu as eu l'impression qu'il y en a eu encore un autre, un film juste avec des scènes trop longues pour toi. Ouais. Mais tu vois, là-dessus, sans rentrer dans trop de détails non plus, mais c'est un des Anneaux comme plein d'autres franchises. Il y a plein de gens qui sont vraiment à fond pour le côté univers et moins pour le côté filmique aussi. Comme Harry Potter. Harry Potter, il y a eu 3 ou 4 réalisateurs différents, je crois, sur toute la saga. Et chacun a ses styles différents. Et pourtant, la plupart des gens, même si chacun a un peu son film préféré, bah, au global, c'est soit t'aimes l'univers d'Harry Potter ou pas, mais tu vas pas te dire j'aime l'univers, mais que au début, que à la fin. Après, c'est plus rentrer dans d'autres détails, mais au global, soit t'es dedans, soit c'est pas dedans. C'est vrai. Aussi. Et à quel point est-ce que vous définiriez, que ce soit la vôtre ou en général, la passion pour un film ou le cinéma en général, comment est-ce que vous la ressentez et la matérialiser? Ça revient un peu peut-être à ce que tu disais au tout début, c'est comment faire la nuance entre passion et consommation. Et pour toi, la consommation, donc, c'est quelque chose qui existe réellement alors? Ah ben, moi, c'est avec l'effet plateforme, je pense qu'on y contribue tous, consciemment ou inconsciemment. Puis je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui fait du mal, je ne vais pas dire qui peut, mais qui fait du mal aussi au cinéma, à la fréquentation en salle. J'avais une anecdote là-dessus, c'est que j'ai été voir un film au cinéma et je me suis rendu compte qu'il est sorti en plateforme sur Netflix 1 mois ou 2 mois après. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, mais en fait, j'aurais pu attendre 1 mois ou 2 ». Mais en fin de compte, je pense que c'est ce que font beaucoup de gens. Ils attendent que le film sorte sur les plateformes, d'où l'explication pourquoi il y a moins de fréquentation en salle. Et je trouve ça dommage parce que, tu vois, finalement, l'expérience de cinéma, elle se perd. Et tu vois, c'est pas la même chose de regarder un film dans une grande salle, assis confortablement, tu vois, avec un bon son, un bon écran, etc. Et le regarder chez toi sur ton canapé, à la télé. Enfin, tu perds en fait toute l'expérience finalement de regarder et d'apprécier un bon film, tu vois. Moi, je suis totalement d'accord, parce que juste les conditions de film dans un cinéma, de base, quand j'y vais, tous les films, je pourrais les trouver incroyables, en fait. Juste parce que les conditions sont bonnes, ça me permet vraiment de rentrer dedans, tu vois. Même au point, des fois, d'avoir peut-être un peu de mal à avoir du recul là-dessus, puisque l'écran est tellement grand que le film, tu te le prends vraiment en pleine poire, quoi. Là où, je trouve, à la maison, comme tu as un peu plus de recul, en soi, tu as le contrôle. Si tu veux mettre pause, tu mets pause. Donc, c'est toi qui veux dire à l'acteur d'arrêter de parler, tu peux le faire, tu vois. Là où dans les salles de cinéma, t'es embarqué dans l'aventure. Et donc, c'est là où c'est le plus immersif parce que toi, t'es dedans, puis le film, il va avancer. Donc, si tu pars. Mais le film, il va avancer sans toi. Tu vois. Donc, c'est un engagement différent, comme tu dis aussi. Mais là, je crois que ces derniers mois, là, je crois que, surtout en France, les entrées en cinéma commencent à reprendre un peu par rapport au post-Covid, tu vois. Je pense que ça reprend. Là, il y a pas mal de films qui sont sortis dernièrement, qui ont, plus le Festival de Cannes, qui ont été mis en lumière. Mais pour revenir à ta question, moi, j'étais
une adepte, tu vois, de cinéma, parce que j'avais l'abonnement UGC avant, et j'y allais au moins entre 2 à 3 fois par semaine, ce qui est énorme, hein. Ce qui est vraiment énorme, avec beaucoup d'avant-premières, etc. Et je consommais moins, à contrario, tu vois, les plateformes, Netflix, Prime, Disney. Mais par contre, depuis que je suis arrivée à Montréal, j'ai pas retrouvé une offre, tu vois, d'abonnement égale à l'UGC, et j'ai été déçue même. Et du coup, je vais beaucoup moins au cinéma. En plus, je trouve que les conditions, les salles ici sont pas les mêmes. Je trouve que elles sont encore un peu dans le jus, un peu vieillot entre guillemets. Et je trouve que du coup, l'expérience est différente. Mais par contre, du coup, depuis que je suis arrivée, je consomme 3 fois plus les plateformes qu'avant. Ouais, finalement, je regarde moins de films, mais plus de séries qu'avant. Ça a changé là depuis 2-3 mois. Je trouve ça dommage parce que, comme tu dis, finalement, je contribue à cette surconsommation des plateformes et moins au cinéma, alors que pourtant, je voudrais le contraire, tu vois. Donc ta passion évolue suivant les conditions avec lesquelles tu arrives à voir un film ou non. Là où tu te trouves, ton environnement finalement. Est-ce que tu as eu les mêmes problématiques aussi, ou est-ce que toi juste ça te dérange pas, tu fonces et... C'est amusant parce que moi c'est plutôt l'inverse actuellement, c'est que moi j'ai consommé plus sur les plateformes et là je vais plus justement 2 à 3 fois par semaine au cinéma. J'ai un abonnement à l'année aussi. Ouais. Mais je me suis fait exactement comme toi cette réflexion qu'il n'y a peut-être pas une offre similaire à ce que tu as en France notamment. Je pense que tu parles peut-être de séances illimitées ou UGC. C'est ça. Et même, je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements promotionnels que j'ai pu voir, par exemple, en France. Peut-être plus dans des sagas, tu vois, où il y a des soirées à thème, par exemple. Je me rappelle qu'en France, quand il y avait Avengers 2 qui est sorti, ils faisaient une soirée Avengers, ils diffusaient le 1 et après le 2, peut-être à partir de minuit ou des choses comme ça. Il n'y a pas des événements comme ça ici où, tu sais, par exemple, un marathon Harry Potter, marathon Seigneur des Anneaux ou Matrix. Il n'y a pas de ces événements comme ça ici. Je trouve que c'est bien dommage, en fait. Après, je voulais dire qu'ils ont moins de chaînes de cinéma ici. Mais par contre, ils ont plein de petits cinémas indépendants. Je trouve ça bien parce qu'en plus, ils mettent vachement le cinéma québécois en avant et je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Mais il y a plein de films, tu vois, qui sont sortis là récemment et tu sais, j'ai cette frustration-là de me dire finalement, je peux pas les voir parce qu'ils sont pas encore sortis ici. Et en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Je vais devoir attendre que ça sorte sur les plateformes pour les voir et je vais perdre finalement cette expérience-là de le regarder dans une vraie salle de cinéma. Et parce que, pour revenir à ce que tu disais, j'ai l'impression que justement en Amérique du Nord, j'ai l'impression que les gens sont encore plus dans la consommation de films, mais même dans les salles. Et qu'il y a un peu moins justement ce côté passion, je ne saurais pas dire, mais ce côté événementiel, comme tu dis, où en France déjà plus d'avant-premières, c'est plus généralisé dans plus de cinéma, même si ici il y a des distances en Amérique du Nord qui peuvent être différentes, mais il y a plus d'avant-premières quand même, je trouve, en Europe pour un film, et pas juste à Paris. Il y a plus de marathons, de ce genre de choses, donc comme si les salles essayaient de se débrouiller d'elles-mêmes, créer un côté événementiel au-delà du film et de l'appréciation que tu peux en avoir. Je pense que c'est une volonté aussi de faire revenir les gens en salle par rapport à avant, tu vois. Donc forcément, ils vont mettre des choses en place, des événements, ils vont mettre beaucoup d'avant-premières. Quand tu regardes la liste des avant-premières en France, tu vois finalement que tu en as dans toutes les villes de France, tu vois, que ce soit à Strasbourg, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, etc., tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça te fait déjà venir les cinéphiles, mais venir aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément autant accros au cinéma et qui sont plus adeptes des plateformes, et je trouve ça bien. Ça, après, ce qui peut rebuter, effectivement, par rapport à la fréquentation en salle, c'est qu'il y a aussi l'argument des incivilités. Plus, on le voit plus pour les films d'horreur, en tout cas. Enfin, moi, c'est plus ça que j'ai vécu. Et tu as aussi les prix pratiqués dans les cinémas. Moi, j'ai eu l'expérience aussi que je voulais voir un film plus art et essai qui était dans un petit cinéma à Montréal, pas près de chez moi. La séance était à 15$ et je l'ai trouvé en location en plateforme pour moitié prix, tu vois. Ah ouais. Donc déjà, ça aide pas non plus. Ça, le prix, ça joue toujours un gros facteur. Ouais. Puis aussi, c'est ça, je pense que la fréquentation, quand on parlait, je pense qu'elle est plus ciblée maintenant. Je pense que les personnes vont plus cibler le film qu'ils vont aller voir en cinéma. Voire peut-être les films qui sont plus attendus dans l'année. Parce que justement, ils sont fans d'un certain acteur, une certaine actrice qui va jouer dans ce film-là, et donc forcément, ça va, ou parce que c'est tel réalisateur.
Non, je suis d'accord, je sais que là-dessus, sur des films à voir en salle, je préfère y aller quand mon niveau de confiance en le film est très élevé, tu vois. J'aime pas avoir une déception justement en salle et me dire oh ça je suis déçu ou c'est totalement nul. Pour ce genre de film, je préfère les voir ailleurs, en DVD, à la maison ou sur d'autres moyens, des plateformes ou quoi. Mais en salle, j'avoue que j'aime pas être déçu. Je vais écouter quand même un peu les critiques, même si j'entends des mauvais, je vais quand même faire ma propre idée, je vais aller voir le film, là récemment Joker 2, justement, j'ai entendu des mauvais retours, je suis allé le voir quand même. Je me suis fait ma propre idée, j'ai été déçu. Bon, en fait, c'est toujours un peu comme une loterie. Tu vas voir un film, tu sais pas d'attendre, c'est bien, c'est pas bien. Ça m'est même arrivé de voir des films avec une appréhension parce que j'ai eu des mauvais retours et finalement j'en suis ressorti en me disant c'était pas la catastrophe non plus. Ouais. Et ça m'a fait un peu cet effet-là avec le dernier Astérix Obélix qui a été réalisé par Guillaume Canet, où il a été vachement critiqué. J'ai trouvé ça dommage parce que il y a eu vachement. Enfin, quand tu prends tout le travail qu'il y a en amont pour faire un gros film de cette envergure-là, sachant qu'ils ont tourné en plus en plein Covid, ils ont dû reconstituer le village chinois, etc. Et quand je me dis, en fait, il prend énormément de critiques, alors certes, il y a peut-être des choses, c'est pas comme les premiers Astérix Obélix, mais je trouve qu'en tant que passionné, tu sais, on est moins dans ce truc-là de dire il est nul ou c'est bien. Il y a des choses qui sont bien, etc. On va argumenter et on va dire, OK, mais en amont, il y a tout ce travail-là aussi derrière. Enfin, moi, je sais que c'est ça que je prends en compte également quand je me fais une réflexion ou une critique de film, tu vois. Et j'ai trouvé ça dommage parce que il a été vachement critiqué, alors qu'en fait, quand tu regardes, il n'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Et il fait rire. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais dans la salle, les gens rigolaient, tu vois. Les gens rigolaient et derrière, tu vois qu'il est critiqué, alors qu'en fait, les gens, ils rigolent quand même dans la salle. C'est un peu contradictoire. Mais c'est ce qu'on disait aussi. Il y a une partie des gens qui rigolent, qui peut-être à la maison, le film l'aurait laissé en fond, puis aussi rigoler, mais peut-être ce serait moins engagé dedans parce que tu es à la maison et que tu as le pouvoir sur le film aussi. Est-ce que vous avez un rêve en lien avec le cinéma ? Bah, moi, je trouverais ça incroyable d'avoir une entrevue avec Xavier Dolan. C'est un de mes réalisateurs préférés. C'est pour ça que tu es venu au Québec alors ? Oui et non. Ah. D'ailleurs, je vais voir un de ces films là bientôt. Il y a une rediffusion en 35 mm. Ça serait un de mes rêves, ouais, je dirais ça, une entrevue avec un de mes réalisateurs préférés. Un des rêves en lien avec le cinéma, peut-être assister effectivement à un festival comme le Festival de Cannes, être vraiment assez proche des acteurs, des actrices, ou même être une petite souris pour assister à la cérémonie Golden Globe ou des Oscars, ça serait vraiment incroyable. Et toi ? Parfait. Je dirais plus voir les coulisses, comme tu parlais tout à l'heure, l'exemple d'Astérix, la manière dont ils ont construit les choses, qui donne après le résultat qui peut être apprécié ou non. Je dirais plus ces choses-là, comme peut-être pas forcément participer, mais voir ou assister justement un peu à toutes ces choses-là. Parce que des fois, ça peut être très bien fait, le côté coulisses ou production, puis le film ressemble à rien. Puis des fois, c'est l'inverse, c'est le bordel, les gens sont toxiques, il n'y a rien qui va. Puis en fait, tu sais pas pourquoi, puis juste le film, il fonctionne en tant que tel. Tu vois. Donc ça serait sur les plateaux de tournage, assister ? Ouais, mais ça, je sais pas, ce serait plus le voir dans son entièreté, tu vois. Parce que tout se joue pas non plus que sur les plateaux, mais même pas juste le côté vraiment tournage, le côté un peu réflexion, oh, on va faire tel choix plutôt qu'un autre, plus ce genre de choses. Tu sais, des fois, les questions qu'un peu tout le monde peut se poser, un peu de mais pourquoi ils ont pensé à ça, pourquoi ils ont fait tel choix, comme on parlait tout à l'heure, pourquoi ils ont remake ce film et pas mettre de l'argent sur autre chose, plus ces choses-là, tu vois. Ok. Je crois que j'ai changé de rêve. Je pense que finalement, ça T'as serait... changé de rêve. Ouais, j'ai changé de rêve. Ça serait pas forcément avoir une entrevue avec un de mes acteurs préférés, mais ça serait genre avoir une idée de film ou de série et genre aller voir un de mes réalisateurs préférés et leur dire tiens, j'ai cette idée-là, est-ce que tu peux le réaliser ? Et genre voir le résultat. Ah ouais, comme ça, vraiment. Tiens, tu crées un scénario et tu le vends. Ce qui n'arrivera jamais ou pas, on ne sait pas, sur un malentendu, mais ouais, ça serait fou. Abonne-toi à Vie de Personne pour ne surtout pas louper un épisode sur YouTube, YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Podcast et Amazon Music. Et dis-nous si tu fais partie de ceux qui lancent un film sans se poser de questions ou ceux qui ont tendance à être passionnés par les moindres éléments qui le composent, sachant que, comme on l'a dit, on peut trouver un petit entre-deux aussi. Un grand merci pour le temps passé avec Marina et Geoffrey aujourd'hui et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 5e émission, ainsi qu'au Riverside Bar Terrasse à Saint-Henri à Montréal.
On a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 6e émission d'Avis de personne. Et surtout, n'oublie pas que évasion s'en fout. Allez, ciao!